Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui donc faire la correction du devoir 1T2 sur les capteurs. Donc premier exercice, il fallait donc faire le choix de capteurs à placer sur différents systèmes pour arriver donc à détecter la présence d'une ouverture de capot, la présence de poudre dans le deuxième exercice et la présence de petites capsules dans le troisième. Alors pour répondre à ces questions, il fallait donc s'orienter vers l'algorithme fourni par Télémécanique qui se trouve en bas du devoir. Donc on va aller voir donc pour la première partie. On a un capot donc d'une machine-outil là qui est plus précisément un tour, et on va détecter la fermeture ou l'ouverture pour la sécurité de l'utilisateur. Ce capot est métallique et à un certain poids. Donc si nous partons dans l'algorithme qui se trouve tout en bas sur le côté, la première question qui se pose, c'est est-ce que l'objet est solide? Bien oui, l'objet est donc solide. Si l'objet est solide, est-ce que est-ce que le contact est possible? Bien sûr que le contact est possible. Le capot peut donc toucher. On peut toucher le capot. Est-ce que la masse de l'objet est supérieure à 500 grammes? Oui ou non? Bien sûr, le capot est en métal, plus des plexiglas. Son poids pourrait même passer des 3-4 kg peut-être. Est-ce que la vitesse de passage de l'objet est inférieure à 1,5 m par seconde? C'est-à-dire, est-ce que ça va très vite à fermer ou ouvrir le capot? Ben non, ça va pas très vite. Oui, on pourrait arriver à 1,5 m par seconde, excusez-moi. Et est-ce que la fréquence de passage de l'objet est inférieure à 1,5 Hz? Bah, bien sûr, le capot ne s'ouvre pas tous les 1 seconde et ne se ferme pas tous les 1 seconde. Donc le capteur le plus adéquat pour le premier exercice serait donc l'interrupteur électromagnétique. Donc un simple, on appelle ça aussi le fin de course, hein. Donc c'est un détecteur de position électromagnétique. Deuxième exercice, nous avions cette fois-ci une trémie, donc un réservoir de poudre, qu'elle soit quelconque, du cacao, de la levure, tout ce que vous voulez, et on lui demande est-ce que l'objet est solide. Ben, l'objet est plus ou moins solide quand il est compacté de toute façon, mais on va pas pouvoir appuyer fort dessus. Donc il n'est pas liquide, c'est sûr, ni gazeux, mais il est entre le solide et le non solide. Est-ce que le contact est possible? Eh ben moi j'aurais dit plutôt non, parce que cette poudre, si on appuie dessus, elle va se déformer, donc le contact n'est pas possible. Si le contact n'est pas possible, est-ce que l'objet est métallique? Bien non, l'objet n'est pas métallique. Donc est-ce que la distance objet détection est supérieure à 15 mm? Bien sûr, on a une distance supérieure à 15 mm. Donc deux cas possibles, soit on utiliserait du photoélectrique ou alors de l'ultrason. Le plus adéquat pour moi serait d'utiliser donc la partie ultrasonore, détecteur à ultrasons. Dernier cas, nous avions à détecter des capsules plastiques, par exemple capsules de bouteilles de type de soda. On vous dit, est-ce que l'objet, est-ce que l'on peut toucher l'objet? Il est en train de passer, c'est pas simple d'aller toucher l'objet. Non, est-ce que l'objet est solide? Excusez-moi. Oui, il est solide. Est-ce que on peut avoir un contact? Non, on ne peut pas avoir de contact. C'est pas si simple que ça. Est-ce que l'objet est métallique? Non, il n'est pas métallique. Est-ce que la distance de détection est plus petite que 1,5 millimètres? Bien oui, puisque c'était 1 centimètre. Donc là, on a 1,5 cm. On est bien inférieur à cette distance. Donc on va aller directement vers un détecteur qui serait le plus adéquat, qui serait le capacitif. Un détecteur capacitif qui lui va détecter donc les plastiques et tout autre objet de ce type, à faible distance. Donc ça, c'était l'exercice numéro 1. Nous y avons répondu. L'exercice numéro 2 traitait, lui, d'un capteur de température LM35. Et on vous demandait surtout de retrouver donc l'équation de la tension de sortie en fonction de la température en degrés. Alors, en cherchant au travers de cette documentation, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on a un facteur qui est très important, qui est le facteur qui nous dit que le capteur, le facteur d'échelle est de 10 millivolts par degré. Donc, avec ceci, on sait qu'à chaque fois qu'on aura pris 1 degré, ça avancera de 10 millivolts. Donc, la fonction de transfert, donc la tension de sortie de ce capteur, elle serait égale à Vs en volts, serait égale à 0,01 volts, donc qui fait 10 millivolts, fois la température θ. Si on devait tracer cette chose, on pourrait retourner à la documentation pour se dire de combien vont le capteur. On voit qu'il va grossièrement de moins 55 qui est ici à plus 150 qui est ici. Si nous regardons le graphe qui était donné, il semblerait qu'on pourrait être que dans les positifs. Si on fixe notre 0 ici et qu'on se dit que l'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on ne peut pas mettre 10 degrés par carreau, mais si on va aller à 150,
eh ben, on pourrait mettre 20 par carreau, donc c'est-à-dire un carreau égale 20. Donc on aurait 40, 60, 80, 100 degrés ici. Et le 150, la température maximale du capteur serait donc ici, 150 degrés. Pour 150 degrés, on devrait obtenir, si je multiplie 0,1 par 150, j'aurai 1,5 volts. Et là, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si je mets ici, par exemple, 1,5 volts pour 10 carreaux, eh ben, j'aurai ce point qui est donné, qui est ici, vous êtes bien d'accord, et la caractéristique, donc si je voulais la tracer, tout simplement, la caractéristique, elle passerait, c'est une droite qui fait ceci, qui passe par 0, et qui va donc pour 1,5 volts à 150. Ça, c'était l'exercice numéro 2, et qui nous permettait de traiter donc ce capteur. Exercice numéro 3, nous avons cette fois-ci un capteur dit incrémental, donc un capteur donc, dans lequel il y a une LED émettrice, un transistor, qui passe à travers un disque à fente, et ce disque à fente permettait donc de générer à une certaine vitesse ce chronogramme. Première chose à faire, déterminer le nombre de fentes qu'il y avait ici pour savoir le nombre d'impulsions qu'on va avoir par tour. On avait exactement 36 fentes, c'est-à-dire 36 fois ce qu'il y a ici. Si on a 36 fois ceci, eh ben, on sait que une période de ce signal, donc c'est-à-dire un trou plus un trou blanc plus une partie opaque, donne une période. La période, elle est ici, et cette période, elle vaut 5 millisecondes. Ces 5 millisecondes, je sais que pour faire un tour, ça va durer donc 36 fois les 5 millisecondes. Donc ça va donner 150, et 6 fois 5, 30, 180 millisecondes pour faire cette fois-ci un tour. Donc si je veux avoir le nombre de tours par seconde, il me suffit de diviser une seconde, ici, par le temps pour faire un tour, qui vaut 0,180 en secondes. Vous êtes bien d'accord? Donc ça, si je le calcule, que je prends une calculatrice, donc si je fais, j'ai dit 1 divisé par 180, ça me donne, non, je me suis trompé, erreur, donc c'est 1 divisé par 0,180, pour le mettre en secondes, c'est bien d'accord, 5,5 tours par, donc ça donne 5,5 tours par seconde. Si je le mets en tours par minute, j'en ferai beaucoup plus, 60 fois plus, vous êtes bien d'accord. Je vais donc multiplier ceci, je vais faire multiplication par 60, et si je fais cette multiplication par 60, pour avoir la valeur juste, si je fais fois 60, j'obtiens donc 333 tours par minute. Voilà, donc ça permettait de répondre à ce problème de mesure de vitesse par l'intermédiaire d'un capteur incrémental. L'exercice numéro 4 était de quelque chose que vous connaissez puisqu'il se trouve dans vos voitures, soit le parc assist, soit les radars de recul permettant de mesurer la distance à laquelle vous êtes entre votre voiture et la voiture à l'arrière ou à l'avant quand vous êtes en train de vous garer. Il utilise le phénomène des ultrasons. On sait qu'il y a un émetteur d'un côté qui est là, il envoie une onde ultrasonore. La gamme de fréquences des ultrasons va de 20 kHz à 50 kHz. Lorsqu'il rencontre un obstacle, l'écho est renvoyé et revient au récepteur. Une fois que l'écho est renvoyé, on voit bien que l'onde sonore a fait 2 fois la distance entre votre véhicule et l'obstacle qui se trouve à l'arrière. Donc, si je regarde ce qui vous était demandé dans le devoir, au départ, on vous demandait donner la formule liant la vitesse, la distance et le temps. Donc, je vous rappelle que la vitesse, c'est égal à la distance divisée par le temps. Ça, il n'y a pas de souci. Que la gamme de fréquences des ultrasons, je viens d'en parler, elle est de 20 kHz à 50 kHz, donc inaudible par notre oreille. Et on désire calculer la distance pour le relevé. On va expliquer un petit principe des ondes. Alors on voit bien que ça c'est la salve de l'émetteur qui part. L'émetteur émet donc une salve à 40 kHz, normalement, donc dans la gamme qui se trouve des ultrasons. Et puis au bout d'un certain temps, le récepteur reçoit donc la valeur de cette salve qui revient. Elle rebondit contre l'objet à mi-distance, mi-temps, mi-distance, et elle revient vers donc le récepteur pour obtenir la valeur que l'on obtient en bleu en bas. Donc si l'on mesure le temps entre le départ de l'émission et le retour de l'émission, on aura bien l'aller-retour. Si on regarde, nous avons
1 carreau, 2 carreaux, 3 carreaux, 4 carreaux, 5 carreaux, 6 carreaux. 6 carreaux, 6 carreaux à 5, à 0,5, excusez-moi, millisecondes. Ce qui donne 3 millisecondes pour faire l'aller-retour. Donc si je veux calculer ma distance, je transforme la formule qui est ici, je la mets ici, donc la distance, elle est bien égale, là, excusez-moi, il y a eu un petit décrochage, la distance est bien égale à la... Ah, je suis plus sur ma feuille, c'est pour ça que ça décroche, excusez-moi, je vais sur ma feuille, donc je vais grossir un petit peu, je vais me mettre ici. La distance est bien égale à la vitesse fois le temps. La vitesse du son, elle était, je vous l'ai énoncé, c'était 340 mètres par seconde multiplié par 0,003. Et on obtient donc, en faisant ce calcul, si je reprends la calculatrice, j'efface tout ce que j'avais fait avant, 340 fois 0,03, et j'obtiens 1,2, me semble-t-il. C'est bien, je ne me suis pas trompé, hein, 340 mètres par seconde, que je multiplie par mes 3 millisecondes, qui sont 0,03, parce que j'avais 0,5 millisecondes, et j'obtiens 1,02 mètres, qui est la distance aller-retour. Donc la distance D, en fait, la réelle distance, elle va être égale à 1,02 sur 2, et ça va nous donner grossièrement 51 cm. Ça, la distance, donc l'objet se trouve à 51 cm. Donc ça, c'était l'exercice numéro 4, mesure de distance par le phénomène des ultrasons. Dernier exercice, qui était lui, cette fois-ci, à nouveau un capteur de température. On vous donnait plusieurs choses. On vous disait qu'on avait un capteur de température, capteur de lumière, excusez-moi, capteur de lumière cette fois-ci. On a un composant qui s'appelle LDR, donc une résistance qui varie avec la lumière, monté dans un petit montage électrique, donc il est alimenté par 5 volts, mis en série avec une résistance de 1 kΩ. On vous donnait le schéma électrique correspondant à ce qu'il y avait juste au-dessus, hein, ça c'est exactement la même chose, et on vous donnait également, je vous avais donné la formule de ce qu'on appelle le pont diviseur, qui permet d'obtenir la tension à la sortie ici U en fonction des résistances du montage, et donc de la lumière, puisque la résistance LDR dépend de la lumière. Premier petit travail, c'était d'aller vous positionner sur la courbe, de positionner les valeurs de l'éclairement correspondant qui était le luxe, en luxe. Donc on avait un premier point à 200, un deuxième point à 400, un autre point à 600 et un autre point à 800. Et de trouver les valeurs correspondantes. Alors ici, si on regarde, entre un grand carreau, on a 200. Donc si on redivise, ça se divise en 5. Donc on a environ 50 par petit carreau. Donc ici, on avait environ 450 ohms. Si je regarde. La valeur ici était aux alentours de 200. La valeur à 600 donnait environ, j'aurais dit 3 carreaux, donc 3 carreaux à 50, ça va faire, si je me trompe pas, 120. Je me suis trompé peut-être un petit peu, donc là, ça doit être 120, puis ça doit être 40. Attendez voir, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 40 à chaque fois. 40, la petite unité correspond à 40, donc là je vais avoir 120 environ. Et le dernier qui est là, le point là, je vais en avoir à peu près 2, donc 80 ohms. Donc c'est des ohms cette fois-ci, hein. La résistance est bien en ohms. Une fois que vous avez fait ça, on vous demandait de calculer la tension pour 600 ohms, 600 lux. Donc je prends mes 600 lux, je regarde, j'avais 120 ohms, je prends la formule que j'avais ici, donc je l'amène ici, et je me dis donc 5 fois la résistance qui valait 1000, qui est 1 kΩ, sur la somme de la résistance qui valait 1000, plus la valeur à 600, qui valait 120, me donne la tension U, et que cette tension U, elle est égale, donc si je fais mon calcul simple, j'efface tout ça, je fais 5 fois 1000, divisé par 1120, si je ne me trompe pas, et j'obtiens 4,46 volts. 4,46 volts. Voilà. Deuxième partie, qui est un peu plus loin. De toute façon, on part dans l'autre sens. On se dit, bah tiens, j'ai 3,5 volts lors de la détection du crépuscule. Donc, c'est-à-dire que lorsque le soleil se lève, j'ai 3,5 volts. Que vaut RLDR? Donc, cette fois-ci, je veux isoler, je reprends cette formule, et je veux isoler RLDR. Les données étant, j'ai 3,5,
égale donc toujours 5 volts fois 1000 sur, entre parenthèses, 1000 plus R. LDR. Voilà. Donc j'ai ceci. Donc bah, il est assez simple de faire le calcul. Je fais un produit en croix, je remonte de l'autre côté et j'obtiens tout de suite que je vais avoir donc R LDR, ça va être égal à 5 fois 1000, moins les 3,5 fois 1000. Oula, mon stylo ne veut plus écrire. Ah oui, j'ai sélectionné ma feuille, excusez-moi. Je regrossis cette fois-ci. Donc, moins. Ah, moins. Ah ah, je suis embêté. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis toujours en sélection. Donc, je vais réécrire ça ailleurs, si vous voulez bien. Je vais l'écrire ici. Ici, il aurait plus de place sur ma feuille. Donc, ça va être R. Ah, je me remets. J'ai perdu mon crayon, me semble-t-il. Alors, où est mon crayon? Hop, 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 hop. Toc. Je reviens dans ma feuille. Je regrossis. Attendez, bon, je vais ressortir si je peux. Je n'ai pas le droit. Donc, le calcul à faire, hein, je suis dans l'impossibilité d'écrire, je crois. J'ai perdu mes crayons. Je vais... Voilà. Donc je reviens, mais petit problème donc sur ma copie, je ne peux pas réécrire. Donc je vais refaire le calcul simplement devant vous. Donc la valeur que je vais obtenir, donc c'est 5 fois 1000, qui est la résistance de 1 kΩ, moins entre parenthèses, donc ce qu'il y a en bas là, les 3,5 fois 1000 qui sont de l'autre côté, donc 3,5 fois 1000. Voilà, donc ça c'est la différence des deux, vous êtes bien d'accord? Égal, donc j'ai mis 1500 et je vais donc devoir diviser tout ça par la valeur qui est de 3,5 divisé par 3,5 et j'obtiens donc 428. Alors j'ai dit, hein, je peux réécrire je crois, hein. Donc c'est, si on revient ici, donc c'est 5 fois 1000, 5 fois 1000, moins, entre parenthèses, 3,5 fois 1000, sur 3,5 et j'obtiens égal à 428 ohms. Si je regarde où je me trouve, 428 ohms, 428 ohms, je me trouve environ ici, sur le point à peu près ici, hein, quand vous regardez. Donc ça veut dire que l'éclairement était assez faible, 200 lux environ pour ce cas. Donc c'est bien à peu près le crépuscule. Voilà, correction de ce devoir en classe terminé. Si vous avez des questions, revenez vers moi par mail. Et puis, bonnes vacances puisqu'on est en vacances.